là 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 là, mais c'est quoi ce match de dingue déjà? Une victoire digne d'un champion pour le Real Madrid. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Valence et le Real Madrid. Victoire 2 buts à 1 du Real Madrid dans un match complètement dingue où le Real Madrid était mené 1 but à 0, où le Real Madrid prend un carton rouge avec Vinicius, où le Real Madrid rate un penalty, où le Real Madrid met un but qui est refusé pour hors-jeu, où le Real Madrid se retrouve à 10 contre 11 en étant mené 1-0 à 10 minutes de la fin, où le Real arrive à renverser la tendance et à égaliser et à reprendre l'avantage juste avant la fin du match, où le Real subit une occasion à la dernière seconde, une frappe qui vient s'écraser sur le poteau et qui vient sauver le Real. C'est une dinguerie le match auquel on a assisté, mais une victoire qui va faire du bien, et c'est une victoire dont le Real se souviendra, parce que pour moi ce match-là, c'est une victoire digne d'un champion pour le Real Madrid. Un match qui n'est pas facile, un match où tu joues encore une fois une mi-temps sur deux, où tout n'a pas été parfait, où tu n'as pas vu un top Real Madrid, où tu as vu des bonnes choses mais où tu as vu des moins bonnes choses encore une fois, où les attaquants ça a été un petit peu plus compliqué de les trouver encore une fois contre un bloc bas de Valence une fois qu'ils ont ouvert le score. Mais aujourd'hui c'est une victoire dont tu te rappelleras même dans 2 mois, dans 3 mois dans cette course au titre en Liga, puisqu'elle te permet de prendre 5 points d'avance sur le FC Barcelone à match égal. Il n'y a plus de match en retard, 5 points d'avance officiels pour le Real Madrid sur le FC Barcelone, et le Real Madrid est leader de la Liga avec 2 points d'avance sur l'Atlético qui eux ont un match en retard sur le Real Madrid et sur le Barça. Donc au pire des cas tu te retrouveras deuxième si l'Atlético gagne son match en retard, ce qui n'est pas encore donné, mais tu te retrouveras deuxième à 1 point de l'Atlético mais avec 5 points d'avance sur le Barça. C'est une top opération pour le Real Madrid. Au-delà du contenu, le plus important aujourd'hui, c'était le résultat. Et le résultat, tu es parti le chercher. Et pourtant que c'était compliqué, avec les expulsions, avec tout ce que je vous ai dit, et avec, bien sûr, le fait que le Real Madrid joue encore une fois une mi-temps sur deux. Ça a été compliqué, même avec un arbitrage qui est peut-être un peu bancal, et ça, on va en parler. On a beaucoup de choses à dire. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Je suis très content de vous avoir retrouvé en live, ça faisait longtemps. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti pour ce débrief, et je vais commencer tout de suite par parler de Carlo Ancelotti. Alors Carlo Ancelotti aujourd'hui, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que quand je vois la composition de départ, il y a 2 choses qui me surprennent, c'est l'absence de Camavinga. Camavinga qui pour moi doit être un titulaire indiscutable dans cette équipe du Real Madrid pour former un 3e milieu de terrain avec Ceballos et Valverde, ou bien jouer en tant que titulaire sur le côté gauche à la place de Ferland Mendy qui est tout simplement ignoble depuis le début de saison avec le Real, et un Fran Garcia qui lui aussi, quand le niveau monte, est décevant avec le Real Madrid. Donc pour moi, Camavinga aurait dû être titulaire pour ce match-là, c'est la première chose qui me choque. La deuxième chose, c'est l'absence d'Asensio encore une fois. Parce que moi, je le dis, je le répète, Asensio en défense centrale avec Rudiger, je trouve que les deux ensemble, ça fonctionne parfaitement. Avec un Rudiger qui aime être haut sur le terrain, un Rudiger qui aime presser, qui aime être vraiment haut sur le terrain et essayer de récupérer le ballon assez haut. Il aime sortir un petit peu de sa défense. Et un Asensio qui est capable, avec sa vitesse, parce qu'il est très rapide, de couvrir les ballons qui sont mis dans le dos. Donc moi je le dis, Rudiger rend meilleur Asensio, Asensio rend meilleur Rudiger, les deux ensemble sont totalement compatibles et ça matche bien. Donc quand je vois encore Tchouaméni titulaire en défense centrale, je me pose la question aussi, donc les 2 choses qui me surprennent, c'est l'absence de Camavinga et l'absence du bon vieux Asensio. La deuxième chose qui me choque avec Carlo Ancelotti, c'est qu'encore une fois, il change de système, il change de joueur, donc les joueurs n'ont pas le temps de s'acclimater, ils n'ont pas le temps de trouver leurs automatismes. À chaque fois il y a quelque chose qui change, 3 milieux, 2 milieux, un 10, pas de numéro 10, une attaque à 3, une attaque à 2 avec un joueur qui va plus bas, une attaque en 4-3-3, une défense en 4-4-2. Il y a toujours quelque chose qui change avec Carlo. Donc c'est les choses que je lui reproche, mais aujourd'hui, le Real Madrid s'impose aussi grâce au changement de Carlo Ancelotti. L'entrée de Modric, l'entrée de Brahim Diaz et j'en passe. Aujourd'hui, les changements de Carlo Ancelotti, il faut le dire, ils ont été très très bons. Donc encore une fois, je me posais des questions par rapport à la composition, et on l'a vu par contre sur le terrain, parce que sur cette première mi-temps, c'est un Real Madrid qui a eu beaucoup de mal. C'est un Real Madrid que j'ai trouvé mou, un Real Madrid que j'avais le sentiment qui se disait bon, on va gagner tranquille, pas besoin de se prendre la tête, pas besoin de pousser, et c'était un Real qui était lent dans ses gestes, un Real Madrid qui était lent pour partir vers l'avant, un Real qui refusait de jouer vite vers l'avant pour trouver les attaquants, c'est un Real qui avait du mal à trouver des attaquants, un Real qui se faisait ouvrir
s'ouvrir un petit peu trop facilement pour que Valence parte en contre-attaque. Il y avait un petit peu trop d'espace. L'espace entre Valverde et Ceballos, c'était un peu compliqué. Les passes passaient trop facilement entre les deux. Ton milieu de terrain se faisait éteindre. Et derrière, tu te retrouvais dans une situation délicate parce que tu avais Fran Garcia, tu avais Ferland Mendy et Lucas Vazquez sur le côté, les deux qui étaient très hauts sur le terrain. Donc oui, il y avait de la présence pour le Real très haut sur le terrain. Le problème, c'est que face à un bloc comme Valence, si tu ne vas pas rapidement vers l'avant, tu vas y aller tout doucement. Donc Valence aura le temps de se replacer défensivement et de mettre son bloc en place pour t'empêcher de trouver des solutions et de jouer dans des petits périmètres. Donc Valence jouait bloc bas et tes latéraux étaient très hauts. Le problème, c'est qu'ils n'apportaient pas grand-chose parce que tu avais un Ferland Mendy qui faisait que des passes en retrait. Tu es très haut juste pour avoir la balle et repartir en retrait. Tout le temps, retrait, 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 mais tu sers à quoi sur le côté gauche? Tu veux pas centrer, tu tournes sur toi-même, tu es une toupie, tu repars derrière. Moi, ça, je comprends pas trop. Et ce qui fait que quand le Real perdait la balle, il n'y avait ni Valverde, il y avait ni Vasquez et il n'y avait ni Ferland Mendy sur le côté. Ce qui fait que les joueurs de Valence pouvaient aller très facilement vers l'avant et les joueurs de Valence pouvaient se créer des occasions. Et sur cette première mi-temps, j'ai vu un match égal avec un Real Madrid qui ne pressait pas, qui restait un petit peu bas sur le terrain, qui mettait une petite pression très légère. Valence, c'était pareil, ça attendait le Real Madrid. Les deux équipes s'attendaient. C'est deux équipes qui avaient du déchet. Elles se sont créées toutes les deux des occasions. Et même, je dirais même sur cette première mi-temps, les mêmes occasions avec la frappe de Valverde qui a été arrêtée et la frappe d'Hugo Duro qui a été arrêtée. C'est à peu près les mêmes occasions. Tu as eu même des occasions similaires. Vous avez eu du déchet tous les deux. C'était un match équilibré. Jusqu'au moment où Valence ouvre le score. Et à partir de ce moment-là, Valence commence à changer de système et à passer en 5-4-1. Et à partir de là, bonne chance pour aller trouver des solutions. Bonne chance pour aller ramener du danger. Parce que le problème qu'a eu le Real Madrid, au-delà que le jeu était trop lent, au-delà que je trouve que sur cette première mi-temps, Ceballos ralentissait un petit peu le jeu, qu'ils n'allaient pas assez vite vers l'avant, le problème c'est que ton milieu de terrain n'arrivait pas à trouver tes attaquants. Tes attaquants n'arrivaient pas à jouer ensemble, mais ton milieu de terrain n'arrivait pas à alerter tes attaquants. Et c'est ça qui a été compliqué. Ce qui fait que Bellingham se retrouvait limite seul pour essayer de ramener du danger pour le Real, et Bellingham n'arrivait pas à trouver Vini, Mbappé, etc. Ça a été compliqué, parce que les joueurs ne se comprennent pas ensemble, tes joueurs n'arrivaient pas à décrocher pour trouver des ballons du milieu de terrain, il y a quelque chose qui n'allait pas, les appels, les automatismes, ça n'allait pas. Donc c'était compliqué sur cette première mi-temps. Et le problème, c'est que le Real Madrid aime trop faire ce genre de match où tu vas donner le bâton pour te faire battre et après tu vas commencer à courir derrière le score et tu vas commencer à sortir les rames et tu vas pousser, pousser, pousser et tu vas aller chercher la victoire. Mais si tu joues toutes tes mi-temps, les deux complètement, tu te facilites la tâche. Le problème, c'est que le Real se complique la vie. Le Real se complique la tâche à chaque fois. À chaque fois, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu arrives à retourner la tendance et je sais même pas comment tu arrives à retourner la tendance tellement quand tu te retrouves à 10. Moi, je me dis, ça y est, c'est terminé, le Real, c'est foutu à la 80e. Mais le Real a toujours cette force de caractère. Le problème, c'est que si le Real vient tout de suite avec les bonnes intentions, ça finit en 4-0, 5-0. Et vous le savez aussi bien que moi. Le problème, c'est que le Real a des moments de flottement, des moments où ça se passe mal, des moments où ils sont trop calmes, où ils attendent trop, ils sont trop patients, ils sont trop mous. Et aujourd'hui, sur cette première mi-temps, le Real a été mou. Et c'est Valence qui en a bien profité. Mais sur la deuxième mi-temps, heureusement que les choses ont changé. Parce que le Real commençait à presser, le Real commençait à mettre de l'intensité. Et Vini récupère un ballon, ça revient sur Mbappé. Mbappé récupère un penalty. Mbappé récupère un penalty. La première mi-temps de Mbappé, moi, la première mi-temps de Mbappé, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. J'ai trouvé un Mbappé qui était vraiment dans le dur. Et là, aujourd'hui, encore une fois, les gars, c'est pas tout le temps pour trouver des excuses à Kylian, mais aujourd'hui, c'était un Mbappé qui n'était pas trouvé par son milieu de terrain, un Kylian Mbappé qui n'arrivait pas à comprendre est-ce qu'il fallait décrocher ou faire des appels en profondeur, un Mbappé qui touchait pas beaucoup de ballons. Sa première mi-temps, ça a été dur, comme ça a été dur pour Vini. Ça a été dur pour tous les deux devant. Vini passe totalement à côté de son match. Et en deuxième mi-temps, ça allait un petit peu mieux pour Mbappé, mais pour moi, c'est toujours pas le grand Mbappé, c'est toujours pas la grande classe, même s'il arrive à récupérer ce penalty. Penalty qui est tiré par Jude Bellingham, qui n'avait jamais raté un penalty dans sa carrière et qui le rate aujourd'hui en le frappant sur le poteau. Et là, on va rentrer sur le premier sujet. Parce que ce penalty de Jude Bellingham, apparemment, les règles sur la Liga ou autre, c'est que si jamais un joueur tire le penalty, que le gardien n'a pas le pied sur sa ligne et que le penalty touche le poteau ou la barre, il n'est pas à retirer. Il n'est pas à retirer. Donc, à ce niveau-là, d'accord, même si la règle est bancale, même si la règle est bizarre, c'est un petit peu chelou. Si le gardien avait arrêté, le penalty aurait dû être retiré. Mais donc, le fait que Dimitrievski n'avait pas son pied sur sa ligne, apparemment, s'explique. Mais maintenant, comment on m'explique qu'au moment où Bellingham tire, il y a deux joueurs de Valence qui sont rentrés dans la surface? Pour moi, je ne comprends pas. Pour moi, le penalty aurait dû être refusé. J'ai trouvé l'arbitrage un peu bizarre. Pareil, sur des fautes un petit peu d'anti-jeu de Valence, il n'y a pas de cartons qui ont été donnés, etc. Et j'en passe. Et je vais y revenir également sur Vinicius, parce que Vini prend rouge, c'est mérité. Mais à un moment donné,
il y a quand même des choses à dire aussi sur les provocations qui sont faites envers Vinicius, parce que ça c'est réel. Mais en tout cas, tu rates le penalty. Et là, on peut se dire, ça peut être compliqué, ça va être dur, mais le Real continue de pousser, le Real récupère des ballons, le Real arrive à trouver Bellingham, Bellingham donne un super ballon à Mbappé, Mbappé fait une superbe finition. Et là, on a revu un grand Mbappé, super contrôle, crochet du gauche sur le gardien, il enchaîne avec une frappe du droit en étant déséquilibré, il marque, mais c'est refusé pour hors-jeu. Encore une fois, les gars, ce Real Madrid-là, c'est une dinguerie à quel point ils ratent des pénaltys cette saison et à quel point ils ont un nombre de buts hors-jeu, notamment pour Mbappé, incalculable. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Si ces buts étaient valables, ça aurait totalement tout changé. Mais en tout cas, encore une fois, pénalty raté, but refusé pour position de hors-jeu. Et derrière, tu te retrouves à courir derrière le score et tu te retrouves avec cette expulsion de la part de Vinicius. Et on arrive justement sur ce moment. Le moment où on voit le gardien de Valence relever Vinicius, lui dire lève-toi en le tirant par le maillot. Et Vini qui réagit en poussant le bon vieux Dimitrievski. Il le pousse en lui mettant une genre de double claque dans la nuque. Et Dimitrievski tombe par terre. Alors les gars, le rouge pour Vinicius est totalement mérité. Là-dessus, j'ai aucun problème à le dire, il n'y a aucun problème. Vini doit apprendre à se calmer, il doit apprendre à se canaliser. Parce que tu peux être le meilleur joueur du monde avec un comportement pareil, tu vas tout le temps plomber ton équipe. Vini doit apprendre à se taire, Vini doit apprendre à prendre sur lui, il doit apprendre à ne pas sortir de son match. Parce que là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, même si Vini mérite de prendre son rouge, le départ, Dimitrievski aussi doit prendre quelque chose. Parce qu'on le voit, les gars, c'est Dimitrievski qui vient et qui vient lever Vinicius. Et je pense qu'à un moment donné, même si Vini répond excessivement, il faut aussi punir peut-être celui qui cherche à te faire sortir de tes gonds. Peut-être punir celui qui vient provoquer. Moi, je pense que Dimitrievski aussi aurait dû prendre quelque chose aujourd'hui. C'est pas normal de mettre un rouge à Vini parce qu'il vient s'énerver et tu ne fais rien pour Dimitrievski. Dimitrievski aussi aurait dû prendre quelque chose pour moi. Même si Vini mérite son exclusion, tu dois aussi juger de la même manière quelqu'un qui vient provoquer. C'est mon avis. Et ça, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, tu dois juger de la même manière. En tout cas, aujourd'hui, Vini mérite de se faire expulser. Vini ne fait n'importe quoi. Vini met son équipe dans la merde. Tu prends carton rouge à la 80e, te mener 1-0. Valence mène 1-0, tu prends carton rouge. Ton équipe court derrière le score, tu prends carton rouge avec tes chaises, tu meurs. Il faut arrêter. Vini doit apprendre à se taire. Vini doit apprendre à se canaliser. Vini doit apprendre à jouer son football et arrêter de parler avec l'arbitre. Parce qu'on l'a vu, même quand le rouge est sorti après visualisation de la VAR, Vini, il vient parler avec l'arbitre, c'est Rudiger qui doit l'attraper, des membres du staff qui doivent l'attraper pour le retenir. Mais apprends à te gérer, tu dois te canaliser. Et au final, tu tweets désolé et merci à l'équipe. Oui, mais calme-toi sur le terrain. T'es censé être le meilleur joueur du monde, ou en tout cas l'un des meilleurs joueurs du monde. Comporte-toi comme ça, parce que ce n'est pas le comportement d'un meilleur joueur du monde qu'a Vini, clairement. Ce n'est pas ce comportement et sur ça il doit changer parce qu'il va plomber le Real Madrid à force avec ses conneries. Et c'est pas la première fois qu'il est expulsé. C'est pas la première fois. Donc il va devoir régler ça. Mais en tout cas, sur cette deuxième mi-temps, tu vois un Real Madrid qui commence plus à conserver la balle, un Real Madrid qui commence plus à essayer de pousser, toujours avec une équipe de Valence qui joue très très bas et qui essaye de repousser les assauts, qui récupère des ballons et qui dégage loin devant. Valence a beaucoup plus de mal à être dangereux. Le Real pousse, le Real se crée des occasions, but refusé pour hors-jeu, pénalty raté, et derrière tu as l'exclusion de Vini, et le Real continue de pousser malgré tout. Il y a les changements qui arrivent, l'entrée de Brahim Diaz, l'entrée de Modric, et ça a fait du bien, l'entrée de Camavinga également, parce que vraiment, ces entrées-là ont fait du bien. Et ça a fait du bien à toute l'équipe, ça a remis toute l'équipe sur de bons rails. C'est ce qui vient de ramener l'égalisation. Superbe travail de Brahim Diaz qui vient de rentrer. Passe à Bellingham de haut but qui vient de décaler ce ballon en étant un peu de 3/4 et qui vient de remettre en une touche de balle à Modric. Modric qui vient terminer en extérieur du pied. L'immortel Modric. L'immortel dans le football. C'est impressionnant à quel point ce joueur fait du bien quand il est en sortie de banc. Je l'aime pas trop en titulaire, mais en sortie de banc, il fait du bien. Et c'est là que tu vois que le banc du Real Madrid fait énormément de bien. Parce que l'entrée de Kama, c'est une masterclass. L'entrée du bon vieux Modric, c'est un buteur. L'entrée de Brahim Diaz, ça fait du bien. Le travail de Brahim Diaz à la récupération a été monstrueuse. Pour conserver la balle, monstrueux. Passe à Bellingham. Bellingham, les gars, termine avec un but, une passe décisive aujourd'hui. Il aurait pu terminer avec un penalty en plus marqué et une passe décisive à Kylian Mbappé. On se rend pas compte, les gars, mais le bon vieux Bellingham dans les petits espaces, même s'il y a 2-3 joueurs, il arrive à trouver cette passe dans un trou de souris. En étant dos au but, il va te trouver ce décalage alors que l'équipe est très basse en face. Ce joueur est monstrueux. Ce joueur est hors du commun. Ce joueur a un grand talent et Bellingham a fait un match extraordinaire ce soir. Il a même
même pas été élu homme du match, c'est Hugo Duro. Mais son match ce soir à Jude Bellingham, ça a été impressionnant. Encore une fois, dans les conservations de balles, quand il est dos au but, pris par plusieurs joueurs, pour accélérer le tempo, pour jouer vers l'avant, il fait énormément de bien. Le problème qu'il a rencontré aujourd'hui, c'est qu'il est tombé avec une attaque qu'il avait du mal à trouver sur la première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça allait un petit peu mieux, mais Bellingham a sorti une prestation XXL encore ce soir. Ce joueur est monstrueux. Et alors, même s'il rate un penalty, on voit que Bellingham répond présent derrière. Il répond présent. Je vais rentrer aussi sur les joueurs que j'ai pas aimés. Et c'est forcément Lucas Vazquez. Et c'est forcément Ferland Mendy sur le côté. Ces deux joueurs-là sont mauvais. Ces deux joueurs-là ne servent à rien. Ils apportent pas grand-chose. Autant des fois, ils peuvent faire du bon. Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est trop mauvais. Et tu vois que le problème du Real Madrid, c'est les latéraux. On verra si des joueurs arriveront cet hiver. Mais en tout cas, Ferland Mendy, c'est très mauvais. Encore une fois, quand il est offensif, il fait que des passes en retrait. Défensivement, il se fait éteindre. Lucas Vazquez, c'est pareil. Défensivement, prend trop la sauce. Ils sont trop hauts tous les deux. Ils laissent leur équipe dans la merde et ça laisse Tchouaméni qui est tout seul, Rudiger qui est tout seul. Donc moi je veux bien qu'on tape sur Tchouaméni, je veux bien qu'on tape sur lui, mais à un moment donné ils sont pas aidés non plus quand t'as deux latéraux qui se retrouvent dans la merde. Et encore heureux que t'as un grand Courtois, parce que même Tchouaméni n'est pas extraordinaire, notamment sur la première mi-temps. En deuxième ça a été autre chose, mais en tout cas les deux latéraux te mettent dans la merde et c'est compliqué. Le problème qui se pose, il est là, c'est que tes latéraux te mettent vraiment dans la merde. Donc il faut mettre Camavinga sur le côté. Quand Kama est rentré, ça a changé tout la défense. Ça a tout changé. L'entrée de Camavinga a fait du bien. Il faut qu'il joue, que ça soit au milieu ou latéral gauche. Mais Camavinga doit jouer. Il est meilleur que Ceballos, n'en déplaise à d'autres. Il est meilleur que Ferland Mendy. Il est meilleur que Fran Garcia. Il doit jouer. Point barre. Point barre. Et on le voit quand Camavinga joue avec Ceballos, Valverde, Bellingham 10. C'est une dinguerie comme le milieu de terrain se débrouille bien. Donc qu'est-ce que tu cherches, Carlo? Moi, il faut m'expliquer. Je ne sais pas ce qu'il cherche, je ne sais pas ce qu'il veut à mettre tout le temps Camavinga sur le banc. J'arrive pas à comprendre, mais aujourd'hui, Camavinga fait une top entrée. Tchouaméni, première mi-temps, immonde, dégueulasse. J'ai pas aimé la première mi-temps de Tchouaméni. En deuxième, il a fait beaucoup plus de bien. Et peut-être que c'est aussi l'entrée de Camavinga qui lui a fait du bien et qui a remis un petit peu la défense sur de bons rails. Mais l'entrée de Tchouaméni, la deuxième mi-temps de Tchouaméni a été bonne. Il a été beaucoup plus dangereux offensivement. Il a ramené du danger avec des centres. Il a bien conservé des ballons. Il a récupéré des ballons. Il récupérer des ballons aidés par Ceballos, il y avait un bon placement. Le Real commençait à vraiment bien se remettre en place, à reprendre un petit peu du poil de la bête, à bien represser ensemble, à bien se replacer parce que les placements étaient approximatifs en première mi-temps. La deuxième mi-temps n'a rien à voir et Tchouaméni a été très très bon dans cette deuxième mi-temps. Pour Lucas Vazquez, c'est pareil que Ferland Mendy, encore une fois un joueur que je trouve vraiment fébrile défensivement. Ça a été très très compliqué pour lui. Un Ceballos en première mi-temps pareil que j'ai trouvé un petit peu, qui ralentissait le jeu, qui était un petit peu moins à l'aise, qui jouait un petit peu trop lentement, qui faisait peut-être des touches en trop avant de redonner le ballon, avant de repartir vers l'avant. Mais c'est un Ceballos qui a été très bon encore une fois aujourd'hui, avec la passe qu'il met à Vinicius avant la mi-temps, où Vini frappe sur le gardien. Mais Ceballos a fait du bien, pareil, dans l'aide défensive pour aider Tchouaméni et Rudiger, pour récupérer des ballons, pour repartir vers l'avant. Ceballos est un très bon joueur, et Ceballos fait une très bonne saison avec le Real Madrid, et c'est pareil pour Valverde. Valverde aujourd'hui qui a été cherché beaucoup de fois pour trouver une frappe de loin. C'était la stratégie en première mi-temps quand le Real Madrid était mené au score et que tu savais que ça allait être compliqué de faire bouger le bloc en 5-4-1 de Valence. Tu essayais de le trouver aux 25 mètres pour qu'il mette une frappe. Il y a eu des belles occasions pour lui, hein, mais il a tiré au-dessus à chaque fois. Et c'est Bellingham qui a été le héros ce soir dans un match où Vinicius est totalement passé à côté. Et Vini, à chaque fois, lui qui change de coupe, ça devient compliqué pour lui sur le terrain. Il a été très mauvais et en plus, il prend carton rouge. Il a failli niquer son équipe. Donc Vini doit vite se ressaisir aussi et arrêter ce comportement qui est exécrable. Et il y a un Mbappé qui a été compliqué. Ça a été compliqué en première mi-temps, une deuxième mi-temps qui a été un peu meilleure, mais pour moi ça suffit pas pour être un top. C'est pas un flop de Mbappé ce soir, mais c'est pas un bon match de Mbappé pour moi ce soir non plus. C'est un Mbappé qui n'a pas été beaucoup trouvé, un Mbappé qui a eu du mal à faire des appels, donc autant des fois ça peut être aussi à cause de l'attaque, des milieux de terrain, si tu n'arrives pas à trouver tes attaquants, mais autant des fois c'est toi qui fais pas des bons appels, autant des fois c'est toi qui te rates, et aujourd'hui il y a eu aussi des ratés, et notamment sur la dernière action les gars, parce que sur la dernière action, Mbappé a un face-à-face contre Foulquier, c'est la balle du 3-1, il vient faire un double dribble, un double crochet qui sert à rien, perte de balle, contre-attaque, poteau de Séville, poteau de Valence. Poteau de Valence. Donc à un moment donné, il doit aussi apprendre à être plus décisif ou en tout cas à faire les bons choix dans les bons moments. Prendre les bonnes décisions dans les bons moments. Le dribble contre Foulquier, c'est pas normal qu'il ne le passe pas. C'est pas normal.
Même si Mbappé en deuxième mi-temps, ça a été un petit peu mieux, il était un petit peu plus dans le match, il touchait un petit peu plus de ballons, il arrivait un petit peu plus à orienter le jeu, mais tout simplement parce que le Real Madrid reprenait l'ascendant sur Valence, parce que Valence redégageait tous les ballons, il rendait tout au Real. Donc forcément qu'Mbappé touchait plus de ballons. Moi, ce que je reproche à Mbappé, et encore, c'est pas un reproche réel, mais c'est le fait que Mbappé, quand le Real va mal, n'arrive pas à porter son équipe comme il le faisait avec le PSG. Des fois, le PSG jouait mal, mais Mbappé sortait un coup de son chapeau, il arrivait à sauver l'équipe, il arrivait à marquer. Avec le Real, il n'y arrive pas. Si le Real n'y arrive pas, Mbappé n'y arrive pas. Le problème qui se pose, il est là. Maintenant, il a récupéré un penalty. Il a marqué un but qui a été hors jeu encore une fois. Il a été un petit peu meilleur dans le jeu en deuxième mi-temps. C'est une meilleure deuxième mi-temps. Mais toujours pas assez. Il va falloir aussi qu'il passe la deuxième sur ce niveau-là. Donc le Real Madrid, ça a été encore une fois un match qui va rester dans leur histoire, dans cette Liga, parce que c'est une victoire ô combien importante à 10 contre 11 à la 80e. Réussir à renverser la tendance avec un arbitrage un peu bizarre, avec des cartons qui ne sont pas donnés sur des fautes d'anti-jeu. Tu arrives à retourner la situation contre une équipe qui joue bloc bas, avec des changements, avec un Bellingham qui trouve des passes de folie, alors que tu rates un penalty, alors que tu mets un but qui est refusé pour hors-jeu. On se dit tous que c'est mort. Vini prend le rouge, on se dit tous que c'est mort. Mais le Real Madrid, c'est le Real Madrid. Ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et le Real Madrid continue de prouver que cette équipe est hors du commun, que cette équipe, il y a quelque chose de magique qu'il se passe là-bas. C'est impressionnant et ce soir, je le répète encore une fois, c'est une victoire de champion du Real Madrid. Et voilà, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi sur certains points, sur certains joueurs, il n'y a aucun problème. Et pour ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre mix en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, vous êtes les gouts, bravo au Real. Bye bye.